Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Aujourd'hui, on va parler de mon sujet favori, moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2024. Nous sommes à la Bellevilloise pour le festival de podcast Pod Paris avec un public complètement déchaîné. Merci. Magnifique, magnifique. Alors, l'épisode sera... C'est l'apéro du Capitaine qui est derrière, hein. On les entend. L'épisode sera diffusé en novembre sur les flux, donc vous y avez droit en exclusivité tout de suite maintenant, vous qui êtes là dans la salle. Et ça va être un podcast, je suis sûr, absolument passionnant, puisque le sujet importe peu, mais nous avons un groupe de vétérans, on va dire comme ça, de l'industrie du podcast et de la création de contenu, dans un ordre complètement aléatoire. Jérôme Kainborg est là avec nous. Ouais, bonjour à tous. Vieux compagnon de l'époque où il n'était même pas encore créateur de contenu. On peut raconter l'anecdote en 5 secondes. En 5 secondes. Je me souviendrai tremblant avec mon premier café avec Paris, avec Patrick. Pour moi, qui était une stature. Et puis après, je l'ai découvert et là, tout le mythe s'est effondré en quelques secondes. J'étais parfaitement à l'aise. Cédric Ingrand est là aussi, l'un des tout premiers podcasteurs peut-être au monde. Ouais, moi j'étais payé pour, donc c'était encore meilleur. Mais moi, on en reparlera, mais moi j'ai pas eu le courage de sauter, de faire le grand bond dans l'inconnu que toi t'as fait. On a aussi Corben, qui lui aussi est dans le thème de l'épisode que je vais présenter dans un instant, mais qui est encore blogueur indépendant. Qui est vieux aussi. Oui. Voilà, c'est ça. Ça c'est un petit moment. C'est nous tous, mon chéri. Ouais, 20 ans. Et Cassim, qui lui est le petit jeune de l'équipe, qui nous explique ce que les gens font sur TikTok, les termes, tout ça. Ça va Cassim, de Frandroid, et puis podcasteur à ses heures perdues aussi. Il n'y a que à cette tablée qu'on me traite encore de jeune. Oui. Il faut choisir ses dîners. Alors, ami jeune, que se passe-t-il ? Effectivement, j'étais au lycée, moi, quand j'ai commencé à écouter le podcast. Ça, c'est le truc qui fait toujours très mal. Aïe. Bon, alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être, comme je le disais en plaisantant, ça va être un petit peu moi, mais c'est surtout pour fêter mes 10 ans de podcasteur pro. Alors, j'ai commencé le podcast il y a plus longtemps que ça, c'était en 2006, certains s'en souviennent, avec le podcast Azeroth.fr. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutaient Azeroth.fr là ? Ah, il y a quelques mains qui se lèvent quand même. Petite anecdote, j'ai lancé un stream sur TikTok il y a quelques jours de ça, et il y a des gens qui sont tombés sur TikTok sur le stream complètement au hasard et qui ont dit « Ah, mais c'est Patrick d'Azeroth.fr, je t'ai pas entendu depuis 15 ans, c'est incroyable !» Mais c'est fou, donc... Oui, j'étais parmi les premiers. Je me rends compte depuis quelques temps que j'étais pas tout à fait le premier, mais parmi les premiers podcasteurs en France. Et puis, en 2014, j'ai fait un truc bizarre, étrange, un peu risqué. C'est que j'ai quitté mon travail pour devenir podcasteur professionnel. Et il se trouve que je suis encore podcasteur professionnel. Et je me demande bien pourquoi, comment j'ai réussi à faire ça. On dirait du Aznavour. À 18 ans, j'ai quitté la province. Mais c'est un peu ça. J'ai quitté le monde cossu de l'entreprise pour devenir créateur de contenu indépendant à une époque où ce terme créateur de contenu n'existait pas encore vraiment. Tu voulais pas devenir employé de Microsoft, c'est ça ? Voilà. Je sentais que les choses commençaient à changer chez Blizzard Entertainment. Et donc, le thème, c'est Survivor. Comment j'ai réussi à survivre à 10 ans de podcast. Et je suis content de vous avoir tous les 4 ici avec moi, parce que d'une certaine manière, vous avez tous un petit peu touché à toute cette... vous avez vu naître cette industrie. Alors Cassim, peut-être depuis le lycée, il l'a observé. Les autres, vous étiez un petit peu acteurs de l'industrie en même temps. Et j'aimerais bien qu'on fasse pas un bilan de ces 10 ans, mais enfin qu'on pense un petit peu à la manière dont on peut procéder, ou on a pu procéder pendant ces 10 dernières années, pour réussir à continuer dans une industrie qui, alors on parle du podcast et de la création de contenu en général, une industrie qui a quand même été complètement transformée, qui a beaucoup grandi, où les gens qui étaient peut-être des plus gros poissons dans des petites mares sont devenus des tout petits poissons dans des très très grosses mares.
on plaisantait juste avant l'enregistrement du fait que quand certains d'entre vous sont invités aux présentations de gros constructeurs, il y a les petits podcasteurs, les petits youtubeurs qui ont les canapés au vieux Tarama d'il y a 3 jours, et les influenceurs lifestyle, eux, c'est les vrais canapés avec du foie gras, tout ça, n'est-ce pas, Jérôme? Oui. Témoigner. Je me suis infiltré dans un truc lifestyle. Et c'était pas la même chose. Ah, c'est pas le même traitement. Mais donc, comment on fait pour rester authentique, rester vraiment l'artisan, parce que moi j'aime me définir comme un podcasteur artisan, dans cette industrie dont les codes changent, dont les nécessités évoluent? Corben, je disais, tu es un petit peu, tu as fait le parcours parallèle dans le blog, et on en plaisantait en parlant également. Tu es un peu le dernier blogueur. Je suis le dernier, ouais. Ah, mais il y a toujours des blogs, il y a toujours des blogueurs, mais je suis le dernier à en vivre, en tout cas en France. C'est ça la nuance, parce qu'évidemment, c'est pas à Pod Paris que je vais l'apprendre. Des podcasteurs, il y en a plein. Il y en a qui font ça pour le plaisir, il y en a qui font ça professionnellement, mais dans des plus grosses structures. Par contre, des podcasteurs indépendants qui en vivent en étant dans l'esprit du podcast d'il y a 10 ou 15 ou 20 ans, d'il y a 10 ans, ils sont plus si nombreux. Alors, qu'est-ce qui fait, à votre avis, on va commencer par moi parce que c'est quand même le sujet le plus intéressant, à votre avis, qu'est-ce qui fait que je suis encore là, vu de l'extérieur? La grosse tête. Viens Jérôme, on s'en va. On parle d'autre chose. Comment expliquer ta success story? C'est ça la question. C'est un peu ça. Moi, je voudrais retourner le truc parce qu'en fait, le problème, c'est que tu dis mais comment j'ai fait, grâce à nous. Mais Patrick, comment tu as fait? Parce que, non mais vu de l'extérieur, c'est un truc assez linéaire. Tu vois, tu as fait un podcast, c'est le même d'ailleurs. Bon, il y a eu Azeroth avant, etc. Et puis tu es encore là et tu en vis et c'est super. Donc évidemment, on pourrait le voir comme une espèce d'histoire linéaire. En quoi est-ce que ça n'a pas été linéaire? En quoi est-ce que ça n'a pas... Est-ce que je parle de mes enfants maintenant ou pas? Non, c'est pas tu veux. Ça n'a pas été... Non, en fait, je dirais que ça a été assez linéaire. Il y a eu un moment où les choses ont vraiment changé. Peut-être que les gens s'en rendent pas bien compte, mais il y a vraiment eu un avant et un après Patreon. Oui. Ça a vraiment été le truc qui a complètement débloqué... je vais utiliser des termes qui vont faire plaisir aux gens, mais ça a débloqué la création de valeur financière qui existait depuis longtemps. Tu peux dire la subsistance. Hein, la monétisation du podcast. Parce qu'il y avait depuis des années des podcasteurs qui faisaient du contenu de qualité, que des communautés appréciaient énormément, mais on n'arrivait pas vraiment à en faire un métier, à faire de l'argent avec ça. On avait essayé, moi je me souviens qu'à l'époque d'Azeroth.fr, parce que j'ai l'air comme ça, je suis indépendant, je veux pas d'argent, je veux pas machin. Mais j'avais essayé depuis Azeroth.fr, j'avais un PayPal où on nous filait de l'argent, ça faisait 50 balles par mois, quoi, les bons mois. Il y avait des sponsors, les sponsors, c'était le cybercafé, je m'en souviens encore, qu'ils étaient très sympas, mais ils filaient un petit peu d'argent. Ça payait au bout de 6 mois le restaurant à Nat et Dany qui faisaient l'émission avec moi. Quand Patreon est arrivé, c'est là qu'il y a eu une vraie bascule. Je ne sais pas pourquoi les gens ne donnaient pas sur PayPal et se sont mis à donner sur Patreon, mais là, on a vraiment eu un moment où les communautés créées par cette proximité qu'on avait avec notre audience, qui est quelque chose d'unique au podcast, aucun autre média ne réussit à créer une relation aussi proche avec son audience. Et c'est vraiment quelque chose de fort. D'ailleurs, je reconnais dans l'audience des visages de gens que je vois régulièrement quand on fait des IRL, quand on vient des événements, depuis des années. Et donc, quand Patreon est arrivé, les gens se sont mis à participer financièrement à l'entreprise, qui était une entreprise finalement de médias. Alors, je crois qu'il y a une limite au scaling du financement participatif. Dis-nous comment ça se passe quand on passe les 50 000 par mois, dis-nous. On n'arrive pas aux 50 000 par mois, en fait, c'est ça le problème. Mais oui, à part... Barnier n'écoute pas, tu peux nous dire. Un mythe s'écroule. On a, donc à ce moment, j'ai pu commencer à en vivre, et peu ou prou, les choses sont restées stables jusqu'à maintenant, avec peut-être là où on va chercher des tournants, des virages dans la carrière d'un podcasteur indépendant, c'est peut-être que... je dirais presque l'état d'esprit dans lequel on le fait. C'est-à-dire que le podcast est né dans une
ambiance, une atmosphère très communautaire, et d'ailleurs c'est un petit peu la force des gens de Bad Geek et de Podren et de Pod Paris et des gens qui sont ici et que je retrouve des premières années du podcast, c'est qu'on le fait comme hobby, on le fait pour le fun, et d'une manière générale, j'irais presque jusqu'à dire que le financement, c'est pour payer les chips et les bières. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent, je suis complètement tombé amoureux du podcast, et mon rêve, c'était d'en faire mon métier à un moment, en 2006, 2007, 2010, un moment où ça n'était pas un métier. À l'époque, moi, je disais aux gens, je fais du podcast. Ils me disaient, du quoi ? Alors, j'expliquais, c'est comme la radio, mais sur Internet, machin. Mais la différence, c'est que moi, je me suis dit, je veux en faire mon métier et je veux gagner ma vie avec. Et bien sûr, je ne vais pas me compromettre trop, mais je veux quand même en vivre. Et si je veux faire de l'argent avec, je vais devoir prendre des décisions qui m'orienteront dans cette direction. Et du coup, il a fallu que je fasse évoluer mes émissions pour plaire à un public peut-être un peu plus large, tout en faisant quelque chose que je voulais. Les sujets ont évolué. On parlait plus juste des derniers iPhones sortis et des apps sympas, mais on parle de sujets, puisque la tech touche à tout, de sujets beaucoup plus sérieux et beaucoup plus complexes. Comme Destiny, par exemple. Par exemple, au hasard. Bon, c'est vrai que dans le jeu vidéo, un peu moins. Mais même dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, on s'est mis, l'industrie a grandi, on s'est mis à parler de crunch, de culture toxique, d'égalité homme-femme et de tous ces sujets qui sont mis à toucher, qui ont transformé la société, mais qui ont touché aussi aux émissions que je joue. Et puis moi, c'est des choses dont je veux parler. Et il a fallu changer un petit peu les émissions, peut-être en faire un petit peu plus souvent. À l'époque, j'en faisais toutes les 2 semaines. Et j'ai fait une culbute à un moment. Je me suis dit, je vais en faire toutes les semaines. Donc, comme je suis... les soutiens soutiennent par émission, je double mes revenus en un instant. Bon, c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais combien d'années on t'a dit ? Attends, mais combien d'années on t'a dit, Patrick, toutes les 2 semaines, ça n'a pas de sens. Il va falloir s'y mettre un peu sérieusement. Voilà. Mais du coup, tu vois, pour faire un truc comme ça prend énormément de temps, il a fallu que je réfléchisse à comment est-ce que je peux tenir ce rythme. Et du coup, c'est à ce moment que je suis venu voir certains d'entre vous. Aujourd'hui, il se trouve que vous êtes tous des intervenants réguliers. Et puis j'ai dit, est-ce que vous voudriez participer ? Certains d'entre vous sont rémunérés d'ailleurs pour vos participations. C'est un truc auquel je tenais. D'ailleurs, il faudra qu'on discute de combien chacun est rémunéré. On va en profiter. Je pense que l'occasion est trouvée. Mais alors, évidemment, c'est des interventions qui sont... Sous quelle forme de contrat exactement ? Est-ce que tout ça est... Alors, est-ce que tu connais l'auto-entrepreneuriat ? C'est un truc formidable, qui n'est pas du tout précarisant. Non. Mais c'était une réflexion. Et je disais, par exemple, je me suis dit un truc qui n'était pas du tout une habitude dans le monde du podcast. C'est que je me suis dit, je veux payer les gens. Alors, pas tous ceux qui viennent, mais ceux qui viennent régulièrement, qui sont tenus d'être là. Je regarde certains d'entre vous, tenus d'être là pour chaque émission, je voudrais les rémunérer. Et je rémunère comme une bonne pige, mais ce n'est pas une somme énorme, mais il faut quand même rentrer de l'argent. Et je crois que cet esprit il faut penser à ça comme un travail, ce n'était pas un esprit qui était très commun dans le monde du podcast, je pense. Et je me demande si c'est pas un petit peu ça aussi qui fait que je suis encore là aujourd'hui. J'ai fini par mettre de la pub dans les émissions, un petit peu sans vraiment être très convaincu au début. Et puis finalement, ça s'est passé. Et puis les gens qui payent pas pour le Patreon, ils ont la pub. Les gens qui payent pour le Patreon, c'est devenu un produit freemium. Mais j'y ai pas pensé comme ça au début. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis calé sur le modèle du web, qui est finalement un truc plus ou moins freemium, quoi. Tout le contenu qu'on apprécie, que ce soit YouTube, les podcasts, TikTok, Instagram, c'est du contenu qui est fourni gratuitement. Et puis si on veut un petit peu plus, on peut alors soit c'est des contenus sponsors, soit il y a des soutiens participatifs. Même YouTube, si tu payes pas, tu as la pub partout, sauf ceux qui utilisent les méchants qui utilisent les adblockers. Mais oui, donc je dirais c'est peut-être un petit peu ça qui a fait que
ne pas avoir peur de l'argent, peut-être? Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois plein de podcasteurs qui essayent un peu tout en même temps. C'est-à-dire, ils ont un Patreon, ils ont justement un petit PayPal, un truc où tu peux leur faire une donation de temps en temps. Il y a des formules d'abonnement maintenant, que ce soit chez Apple et les autres. Tu fais pas ça, toi? Tu fais pas de l'abonnement? Moi, j'ai que le Patreon. Ouais, t'as que le Patreon. J'ai que le Patreon. Je me demande si ça serait pas une bonne idée d'aller chez Apple aussi. Parce que mes podcasts ont commencé il y a longtemps, beaucoup de gens sont encore sur Apple Podcast. Bien sûr. Et Apple Podcast, moi je me souviens que j'avais eu des discussions avec Apple il y a 10 ans et je leur disais mais débloquez-nous les cartes bleues des gens qui ont des comptes chez vous et qui nous écoutent chez vous. Et à l'époque ils voulaient pas, maintenant ils le font mais ils sont arrivés un peu tard. Mais je sais pas si tu vois ça. Parce que comme je suis tout seul, je reste un podcasteur artisan, mine de rien. T'as un petit peu d'aide. J'ai un tout petit peu d'aide, c'est vrai. Enfin, Fanny, si dire nous beaucoup. écoute, ouais. Fanny, que je peux payer justement parce que je fais de la pub, par exemple. Tu vois. Mais malgré tout, je fais beaucoup de choses tout seul. Rien que le fait de rajouter un abonnement sur Apple Podcast, ça demande du travail en plus et je suis tellement jusqu'à la gorge en boulot que je ne sais pas si je pourrais. Mais peut-être que je le ferai. Mais je me demande, Jérôme, quand je dis il faut, et peut-être que je peux poser la question à Corben aussi, quand je dis il faut avoir l'esprit un petit peu l'argent c'est pas sale, est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Est-ce que Jérôme, dans ton ou peut-être Corben, déjà, tu as des enfants. Est-ce que l'argent, c'est ça? les couches. À un moment, voilà, tu n'as pas le choix. Il y a ça aussi. Alors, tu dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais en fait, quand on est jeune, ce qui n'est plus notre cas, et qu'on peut vivre chez papa-maman ou même dans un tout petit appart, et qu'on se contente des pâtes et machin, bah, c'est sûr que c'est plus facile d'être... Le moment est bien choisi, oui. Quand je vois tous ces Twitchers qui disent « Ah, enfin, je réussis à faire 800 € par mois, ça y est, je suis lancé !» Bah, ouais. Ça va quand tu as 22 ans, mais... On voit bien que tu n'as jamais payé une taxe foncière. Par exemple. Donc, oui, je crois que ça joue, quoi. Moi, il y a une formule que je dis souvent. C'est vrai qu'on a tous commencé ce genre de truc par passion, sans vraiment réfléchir à comment on allait faire. Et que la passion est toujours le moteur, mais un moteur sans carburant, tu vas pas bien loin. Et donc la nécessité de l'argent vient relativement vite, même si tu es hébergé par papa, maman et tout ça, ne serait-ce que pour avancer ton podcast. D'abord, il y a le matos, c'est souvent le premier investissement. Après, des aides, faire de la pub aussi, éventuellement pour son programme. On a eu, nous, une période, on va dire, aussi No Watch, pour ceux qui s'en souviennent, avec Patrick, où on a essayé de professionnaliser les choses. On était peut-être un peu en avance sur notre temps. Non, mais soyons honnêtes, ça n'a pas marché du tout. Financièrement, non. Au niveau audience, on avait eu une très bonne idée. Mais au niveau financier, disons qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas marché du tout. Il y a quand même de l'argent qui a circulé, mais pas assez. C'était pas un échec, mais ça n'a pas marché. Ouais, un peu, ouais, on va dire ça. Non, après... Non, c'est-à-dire que l'audience était là. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans l'assistance aujourd'hui, peut-être même qui nous ont connus à l'époque de No Watch. Ouais. J'ai toujours mon t-shirt en peau de bébé. No Watch avait été, et ça a été ça a été dur à certains moments, mais c'était très instructif, c'est que on était prêt à faire des organisations médias et à nous organiser entre nous, mais il n'y avait pas encore du tout le business autour. Et quand je parle du business, c'est justement pas le crowdfunding ou l'appel aux dons, mais la publicité. C'est le business numéro 1 du web, de la création de contenu. C'est les formats publicitaires. C'est le plus simple à mettre en place. En vrai, ce que toi, tu as fait, Patrick, et je te l'ai toujours dit, je pense que tu es un des seuls à avoir réussi à baser presque l'ensemble de ton chiffre d'affaires sur toi. Et ça, parce que tu as quand même quelque chose d'unique dans ce monde-là. Ah, dis des choses, bien sûr. C'est que t'es con. Tu es un peu borné aussi. Non, mais tu es d'une constance de métronome. Tu es le rocher au milieu de la tempête de la création de contenu. Patrick, on a l'impression que tu es là depuis la nuit des temps et que tu seras là quand on aura disparu. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et je pense, pour faire un tout petit peu de crowdfunding de mon côté aussi, il n'y a pas de secret. Les gens sont prêts à mettre de l'argent sur une valeur sûre qui est là.
t'es quand même quelqu'un qui a fait des émissions, même dans un aéroport, à l'arrache, dans des chambres d'hôtel. Ah, oui. Je veux dire, c'est très rare, il faut que tu sois à l'article de la mort pour qu'une émission saute. Je me souviens d'une émission que j'avais fait, je m'étais pété le dos. C'est une émission en anglais, c'était un Phileas Club. Et je l'avais faite coucher sur le lit avec mes intervenants, avec l'ordinateur. Et là, je me suis dit, bon, faut peut-être que je ralentisse un peu. Et je pense, enfin voilà, si certains d'entre vous se lancent et veulent un modèle sur du participatif, les gens soutiennent non pas forcément un projet ou une émission, mais une personne ou une personnalité, ça peut être une équipe, qui va leur offrir une constance. Justement, là, on contourne plusieurs sujets qui sont super intéressants. Déjà, il y a le fait d'être une personne et pas une équipe. Justement, c'est un truc qui est très important. Tu parlais tout à l'heure du passage de PayPal à Patreon et le fait que PayPal, à l'époque, ça marchait pas trop, mais Patreon, ça a marché. Et il y a aussi une évolution de la culture web, j'ai l'impression, où on est passé à l'ère des influenceurs, streamers, youtubeurs, ce que vous voulez, créateurs de contenu indépendants. Et justement, souvent, les gens suivent une personne, s'abonnent ou payent une personne, ils ne payent pas un média. J'en sais aussi quelque chose pour justement travailler pour un média, c'est que c'est plus difficile de faire porter une marque, on va dire, plutôt que les gens ils s'abonnent à Patrick, quoi. Ils veulent payer les pattes de Patrick. Mais en même temps, du coup, c'est aussi la source du problème, c'est-à-dire que, j'ai l'impression en tout cas, d'une part, ça permet le financement, le crowdfunding permet pas, en termes d'échelle, effectivement, de financer une équipe ou de financer un média complet, même pour, par exemple, un média comme Origami, à mon avis, ça va être compliqué de reposer seulement sur du Patreon, c'est ce que j'ai toujours dit en tout cas de leur côté. Par contre, effectivement, financer des personnes, on voit les gens sur Twitch, etc., qui arrivent. Et je voulais également dire que, quand je disais que c'était la source un peu du problème, c'est que tu viens de parler à l'instant d'une situation où tu te disais, c'était un peu limite, et il y a le fait d'être, quand tu es artisan et indépendant, les congés, les vacances, la précarisation, elle est quand même là aussi, quoi. Oui. Non, ça c'est sûr que. En plus, moi, je suis sur un modèle où je suis rémunéré si je fais une émission. Voilà. Et même si on l'a bien compris, la réponse, j'en plaisantais dans un épisode précédent, la réponse à la question pourquoi je suis encore là, c'est les patriotes. C'est-à-dire, c'est ceux qui soutiennent l'émission. En fait, la réponse, elle prend 2 secondes à dire, c'est parce que les gens me soutiennent. Et grâce à ça, je vis très correctement. Si je rate une émission, c'est pas la fin du monde, mais je peux pas. Parce qu'il y a cette habitude et puis ce principe. Et puis il y a aussi le fait, je laisse de l'argent sur la table et c'est un petit peu compliqué de se dire ça. Mais tu parles de Twitch, effectivement, ça fonctionne dans des systèmes qui sont prévus pour ça. Patreon, c'est prévu pour ça, Twitch, c'est prévu pour ça. Réussir en dehors, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué de... Parce que le podcast, c'est pas une plateforme, c'est ça ça a toujours été ça le problème. C'est le problème, la force, c'est le problème. Et puis le podcast est beaucoup plus intimiste. Twitch aussi, on soutient une personne avec laquelle on vit, quoi. On la regarde des heures et des heures chaque jour. Le podcast, je suis dans vos oreilles plusieurs fois par semaine. Et en plus, je me confie, je parle de ma vie, etc. Donc oui, on soutient une personne. Mais du coup, Cédric, toi, on le disait tout à l'heure, tu étais vraiment, t'étais là avec nous au tout début du podcast. La French Connection, c'était l'un des premiers. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais c'était un truc que tu adorais. T'as jamais pensé à te dire, justement, je me lance J'ai pensé plusieurs fois. Et pourquoi tu l'as pas fait alors? Parce que t'avais déjà des enfants, parce que je travaillais à TF1, que j'étais très bien payé. Oui. Et que moi aussi, alors c'est intéressant parce qu'on sent une certaine pudeur par rapport à l'argent. Il ne faut pas avoir de honte. On a tous notre premier hobby dans la vie, c'est d'éviter la famine, tu vois ce que je veux dire. Et donc moi, c'est un truc qui m'est venu, plusieurs fois. Il se trouve en plus quand même historiquement. Ma première création de contenu, c'était les radios pirates quand j'avais 13 ans, tu vois ce que je veux dire. Et à cet âge-là, je passais devant la maison de la radio et je disais « One day, you will be mine ». Et en fait, j'ai raté ma life parce que je suis descendu de la scène et j'ai fait... T'es allé chez TF1. Et voilà. Mais c'est une plaisanterie, j'ai passé 21 années merveilleuses. Mais le problème, c'est que le confort ne te pousse pas à la prise de risque. Et puis en plus, je fais plein de trucs rigolos, dont par exemple la French Connection et encore d'autres podcasts. Mais évidemment, ça me trottait dans la tête. Moi, j'étais allé faire plusieurs fois, dès 2006,
2006, je crois, le premier reportage chez Léo Laporte, qui en plus nous détaillait son business et tout, qui commençait déjà à gagner de l'argent, qui 2 ans après, c'était Hollywood, quoi. Donc évidemment, on se grattait la tête, on était plusieurs en disant mais est-ce que ça marcherait ici? Alors ça marcherait pas à la même échelle que à laquelle ça fonctionne aux États-Unis, mais bien sûr, ça m'est venu plusieurs fois. Quand j'ai quitté TF1 il y a 3 ans et demi, je me suis reposé la question. Il se trouve que j'ai eu une opportunité de faire autre chose. Enfin voilà, bon bref. Mais sinon, bien sûr, enfin, ce que je disais à l'époque, c'est comme tout homme de 50 ans blanc, je vais finir en faisant des podcasts dans ma cave. Et ce qui était un peu l'état des choses pendant le Covid. Donc, bien sûr que ça pose des questions. Alors après, c'est vrai que c'est plus facile à faire, je pense, quand tu as 22 ans et que tu es dans la cave de tes parents et que tu n'as pas une taxe foncière, 3 enfants, 2 chiens. Mais quoique les chiens, bon, ça va. Mais les enfants, par contre, c'est cher. Je ne t'apprends rien. Mais c'est intéressant. Du coup, c'est ça qui t'a retenu finalement. Oui, et puis, alors, du coup, ça me met dans une position où je garde le podcast comme un hobby, c'est-à-dire les doigts dans la prise que je fais aussi régulièrement que j'en ai le temps. Oui, je sais. Non, on va pas commencer là-dessus. Voilà. C'est pour ça que je veux jamais le faire en public. J'ai même eu des régies publicitaires qui m'ont appelé, genre de l'énergie régie par exemple, en disant ah non, un super sponsor et machin. Je dis pourquoi pas. Mais alors il faut en faire un absolument toutes les 2 semaines maxi. Ah alors non. Non, rangez ce chéquier parce que voilà, le but c'est aussi que ça reste un hobby, mais bon, ça me pend au nez quand même, à un moment. Parce que tu sais que j'ai sur Google Docs, j'ai un document secret qui est la liste de mes 14 idées de podcast. Voilà. J'ai la même. J'ai aussi. Il est partagé en fait. Non, J'en ai des vraiment, vraiment vachement bien. J'essaye en plus de ne pas piocher dans parce que j'ai un vrai métier, j'ai une société de production et je fais des podcasts pour des entreprises. J'en ai fait pour AXA, pour d'autres. Donc j'essaie de ne pas piocher dans mes idées. Parfois c'est dur parce que je dis j'ai une super idée, mais celle-là elle est à moi. Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est que mine de rien, even after all these years, la passion reste le moteur principal de ce qu'on fait dans ces domaines-là, malgré, on a parlé d'argent depuis tout à l'heure, et je suis convaincu que l'un des trucs qui a arrêté certains podcasteurs de l'époque d'il y a 10 ans, qui a empêché certains d'entre eux de se lancer véritablement, c'est le fait de se dire oula, l'argent c'est sale. Mais c'est intéressant parce que du coup, la passion, il se pose plein de questions, c'est-à-dire à partir de quel niveau d'audience est-ce que tu peux espérer gagner ta vie, par exemple? Tu sais pas, c'est ça le problème. Voilà. Et surtout à l'époque, tu savais encore moins. Mais je pense que même chez ceux qui, alors je parle vraiment des podcasteurs indépendants, mais on fait du podcast parce qu'on a envie de faire du podcast finalement. Et ensuite, le reste, si on réussit à faire de l'argent, ça me fait penser à une interview légendaire qu'avaient donné Steve Jobs et Bill Gates. Je fais de la tech, donc forcément les références sont là. C'était à All Things D, où il disait Kara Swisher et j'oublie son nom. Bien sûr. Voilà. Où il disait pourquoi est-ce qu'on est encore là? Parce qu'on est, c'est le truc qu'on voudrait faire de toute façon, quoi. Oui. On est les derniers. Jérôme, ta ligne éditoriale a un peu évolué au cours des années. Est-ce que tu as encore vraiment cette passion? Est-ce que tu ferais ça si tu pouvais faire ce que tu voulais dans la vie? Déjà, moi, je me sens... Enfin, de toute façon, même à l'époque de No Watch, moi, le podcast, déjà, la définition du mot podcast. Est-ce que podcast, c'est que l'audio? Nous, il y a eu la période No Watch où le podcast pouvait être aussi vidéo. Quand ils sont mis à appeler Cyprien et Norman les podcasteurs. Les podcasteurs, mais je me souvenais... Donc, définition de podcast, si on en reste au podcast audio, moi, c'est une question que je voulais poser par rapport à ce que tu disais et que Cédric disait aussi. Autant dans les créateurs de contenu, on va parler des youtubeurs, de certains twitchers, qui commencent à gagner beaucoup d'argent avec la création de contenu. Beaucoup plus que dans les podcasts. Voilà, à ma connaissance, le podcast audio, dans le sens stricto sensus du terme, il n'y a pas de fortune qui se rencontre. Il y a Léo Laporte qui a réussi. Alors il y a Joe Rogan, il y a Alex Friedman. En anglophone, oui, il y en a. Et Léo Laporte, c'est particulier parce qu'il était là, un petit peu comme moi. Il a commencé un homme de radio, avant moi. C'est un homme de radio, mais il a amené
d'une part, il a commencé avant tout le monde, sérieusement, et puis il avait déjà son public. Oui. Et c'est un truc qu'on voit, les podcasts les plus téléchargés sur les différentes plateformes, c'est des podcasts qui viennent d'ailleurs, c'est pas des podcasts natifs. Il y a beaucoup de replay radio, mais il y a aussi les podcasts de personnalités, justement YouTube ou de créateurs de contenu, que ce soit Hugo Décrypte ou d'autres. Et ça, c'est un truc qu'on s'est souvent dit, Patrick. C'est vrai qu'aux États-Unis, le système de crowdfunding, le participatif, les gens participent beaucoup plus. Ouais. C'est beaucoup plus naturel aux États-Unis de donner à un créateur de contenu. En France, et on a souvent parlé de ce plafond de verre, on a l'impression, et c'est pas forcément lié à l'audience en plus, on a l'impression qu'on ne peut pas dépasser une certaine somme, en fait, en participatif. Alors, ton plafond, toi, tu as réussi à le mettre, on peut en parler, tu gagnes des sommes indécentes. 45 000 € par jour. Mais non, tu as un des plafonds les plus hauts dont j'ai jamais entendu parler, effectivement, donc vivable. Mais après, pour la plupart des créateurs de contenu, dont moi, même si moi le participatif a été très important en 2017, parce que j'ai failli m'effondrer en 2017, je gagnais pas assez d'argent pour continuer. Le participatif m'a permis de tenir. Mais aujourd'hui, c'est devenu une portion hyper importante psychologiquement, mais financièrement, c'est une partie congrue de mon chiffre d'affaires. Moi, effectivement, avec YouTube et tout ça, je suis parti sur vraiment le business model publicitaire classique, quand même plus facile à gérer, qui a ses difficultés aussi, mais qui est presque plus naturel. Et notamment en France, où très peu de gens, en fait, en donnent pour du contenu. C'est une réalité, quoi. C'est ce que tu me disais aussi tout à l'heure, Corben, le financement participatif, pour toi, ne représente pas une grosse partie de ton chiffre d'affaires? Non, bah, c'est ce que disait Jérôme, c'est que c'est pas encore dans la culture. On s'abonne à des magazines, à des plateformes comme Netflix, mais c'est vrai que s'abonner à des sites, des petits sites ou des podcasts ou des chaînes YouTube et payer, c'est pas dans la mentalité encore. Enfin, pas pour tout le monde. Pourquoi est-ce que moi, les gens s'abonnent alors? Ça, c'est... Parce que tu rabâches. Oui, parce que j'emmerde des gens 3 fois par épisode. C'est l'usure. Mais il y a un truc dont il faut peut-être parler, parce que le plus surprenant, c'est pas tellement que des gens soient abonnés, et à la limite, tu arrives très bien à les fidéliser grâce à ta constance. Mais je précise quand même que le taux, même si on parle sérieusement un instant, le taux de conversion, on parle en termes marketing, il y a beaucoup de churn, donc il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui viennent. C'est ça dont je voulais parler. Mais le taux de conversion des auditeurs gratuits aux auditeurs payants est très faible, beaucoup plus faible qu'aux États-Unis par exemple. Donc on reste quand même dans cette proportion. C'est comme dans les jeux, c'est 2% passant payant. À peu près, un petit peu plus. Ça. Ouais. Mais moins de 5. En fait, le 1%, c'est déjà de la folie. Hein. Si tu arrives à avoir 1% de ton audience qui contribue, ça, c'est plus des chiffres américains. En France, on est souvent en dessous. Et il y a un phénomène dont on ne parle jamais, c'est l'érosion des cartes bleues. En fait, comme tout système d'abonnement, toute carte bleue arrive à une date de péremption. Et les gens, par flemme, et moi le premier, on oublie de renouveler. Donc en fait, un podcasteur, quand il se base comme ça sur du crowdfunding, tous les mois, il doit soit trouver une manière de dire aux gens, réactivez votre carte bleue, soit de constamment trouver des nouveaux contributeurs. C'est un phénomène classique connu des gens qui font des abonnements et tout ça, l'érosion des cartes bleues, mais c'est assez terrible tous les mois. Et moi, je sais que, par exemple, il y a des mois où je laissais stagner mon crowdfunding. En fait, il ne peut que descendre. Oui, bien sûr. Ça ne monte pas automatiquement, en fait. Au contraire, il y a un phénomène d'érosion. Ouais, parce que tu parlais de la passion, mais il y a aussi beaucoup de travail aussi. En fait, tu es obligé de tout le temps y être et tout le temps enchaîner. Tu peux jamais t'arrêter. Et si tu t'arrêtes, effectivement, les gens, après, t'oublient. Il y a un noyau dur qui va dire... Tu parlais tout à l'heure, Cassim, de questions de congé ou d'arrêt maladie ou ce genre de choses. C'est vrai que ça, c'est un truc que je connais pas. Je n'ai pas arrêté de publier des émissions depuis... Alors, je prends un petit peu pendant les vacances, mais même pendant les vacances, il faut en faire quelques-uns et puis préparer avant, et puis etc. Mais oui, donc c'est effectivement énormément de boulot. Et je ne sais plus pourquoi je... En tout cas, c'est une question c'est une question qui est posée sur les limites du modèle, dont tu n'es pas le seul concerné. Il y a aussi le même problème chez les streamers ou streameuses,
qui sont quand elles sont indépendants ou indépendantes justement ils peuvent pas partir en congé. Enfin, et il y a en plus cette culpabilité à ne pas faire de contenu, à justement laisser de l'argent sur la table. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un cœur d'auditeurs et d'auditrices qui me disent non, mais si, prends des vacances, bien sûr, et qui sont très bienveillants et qui sont très sincères. Mais alors, j'ai jamais vraiment testé. Mais je me dis, ces gens-là, qui sont une minorité, ils seront là de toute façon. Et j'ai jamais eu maintenant, 10 ans encore, besoin de dire là, je suis dans la merde, j'ai besoin d'aide, heureusement. Je sais qu'eux seront là, mais je me dis, tu vois, les gens normaux, j'en parle dans l'émission, et ça fait partie peut-être de cette relation qui se crée. Je parle beaucoup de mon quotidien et de mes problèmes et de ma vie personnelle, peut-être trop parfois. Et je me suis dit à un moment, mais je peux pas, quoi. Là, il faut que vraiment, j'étais au bord du burn-out, et j'ai continué parce que je me suis dit, les gens qui écoutent juste et qui sont pas des super fans de Patrick et qui me suivent pas depuis 10 ans, si je fais pas d'émission pendant 2 mois, ils vont arrêter, quoi. Ils vont se dire, non, c'est bon, ça va, le rendez-vous tech, je m'en fous, c'est un truc que j'écoute le mardi soir quand je rentre de la maison, mais je vais pas chambouler ma vie pour Patrick, quoi. Donc oui, il y a cette pression, c'est certain. Pardon, Corbett. Non, c'est quand je parlais du boulot, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, tu parlais du plafond de verre, un artisan, tu pourras pas monter une multinationale que sur ta personne parce que tu es tout seul. Tu peux pas faire non plus 10 000 contenus par semaine, et donc forcément, c'est limité, quoi. Enfin, on est humainement limité, voilà, mais tant qu'on arrive à en vivre, c'est bon, quoi. C'est là que Patrick GPT. Ouais, c'est là qu'il va rentrer en action. Ouais. Patrick GPT2. Mais il y a des gens quand même. Alors c'est vrai que c'est dans les pays anglophones, et peut-être que c'est mais peut-être que c'est juste de la pub. On parle de financement participatif depuis tout à l'heure. Si je faisais 250 000 downloads par épisode, la pub me rapporterait plus que le financement participatif. Enfin, on a évoqué Joe Rogan. En plus, Joe Rogan, peut-être qu'il avait son public déjà avant, mais c'est certain. Mais je veux dire, ils font des chiffres, ces gens-là, hallucinants. Ils font sur des épisodes en plus qui durent 2h30. Donc, toute la sagesse collective qu'on a sur le type de contenu qu'il faut faire pour que ça marche, il y a des gens qui la brisent complètement. Un podcast de 2 heures où ils sont en train de fumer leur pétard et de discuter de trucs complètement ridicules, ça ramène énormément. Mais on pourrait faire ça. Tu sais, ça s'appelle un abonnement Twitter Premium, et tu peux après être énervé sur le wokisme dans les jeux vidéo. Non, mais tu peux. Non, mais et dire que Elon Musk est le nouveau dieu sur Terre. Les gens qui font des entre guillemets podcasts en question comme ça sur YouTube de 2 heures, c'est pas que des gens sur. Enfin, peut-être que tu veux dire qu'ils jouent sur justement les sujets controversés. Ah oui. Non, mais un peu plus sérieusement, c'est une vraie tendance en ce moment même, plutôt. Enfin là, de la dernière année, on va dire. De nouvelles formes de créateurs de contenu, notamment aux États-Unis, qui surfent sur les élections et qui énervent les foules, et ils se font beaucoup d'argent sur de l'audience. L'indignation, ça paye. Hein. C'est un truc que... mais je sais même pas si dans le podcast c'est possible, mais c'est vrai que c'est un truc dans lequel j'ai jamais versé, et c'est peut-être pour ça que Si tu veux, on va essayer. Parce que Patrick, la question qui nous intéresse vraiment, combien tu gagnes? C'est ça qu'on veut savoir. Les gens sont venus pour savoir. Non, mais c'est là où on est en France, où tout à coup... oui. Et, Il n'est pas public, ton Patreon. T'as pas mis la somme. Non, je l'ai viré au bout d'un moment, mais je l'ai viré en trouvant une excuse peut-être un petit peu artificielle. C'est qu'il y avait la somme de la somme par création. Et donc, les gens se disaient, donc tu multiplies par 4 parce que tu en fais 4 par mois. Et en fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour un certain nombre de créations. Mais non, mais je gagne. Alors, c'est plus que 2 000 euros, c'est moins que 10 000. Voilà. C'est large. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Mais c'est ça aussi. Pourquoi est-ce que j'hésite à le dire? Je pourrais le dire, mais pourquoi j'hésite? Parce que les gens vont se dire, les gens vont pas voir... L'URSSAF. Voilà, exactement. Non, mais ils vont pas voir l'URSSAF, ils vont pas voir Fanny, ils vont pas voir les piges, ils vont pas voir... Sans être péjoratif du tout, la plupart des gens, beaucoup de gens qui nous écoutent, savent même pas différencier un chiffre d'affaires d'un bénéfice, les nuls. Un salaire. Mais non, mais c'est normal, tant que t'as pas monté une entreprise. Et disons-le, c'est des entreprises, même si c'est des statuts entrepreneuriales légers.
t'es confronté à des charges, t'es confronté à de l'investissement aussi, d'aller plus loin, créer des nouvelles émissions. Attention, Jérôme, il y a quand même des gens de gauche dans l'audience. Oui, non, mais je sais. Non, mais j'ai une question du coup. Est-ce que, parce que encore une fois, vous le savez, il y a Pod Paris maintenant ici, et il y a le Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique qui a lieu le même week-end en même temps, et clairement l'ambiance, le public, la vibe est très différente. On est clairement au Paris Podcast Festival dans l'industrie du podcast. Ce qui n'est pas du tout un gros mot, je veux dire, Il est en train de dire que là-bas ils sont de droite et ici on est de gauche. Alors vraiment pas, mais au contraire, il y a le podcast en tant qu'industrie a donné de la voix justement à des gens qui n'ont pas trouvé des lieux pour s'exprimer dans les médias traditionnels et qui sont venus faire du podcast. Donc je pense pas même dans l'aspect industriel du truc, mais est-ce que le podcast qui est conçu comme un produit commercial, parce qu'il est finalement ce qu'on fait, est-ce que c'est encore vraiment du podcast vu de 2010? Oh là là. Alors déjà, c'est vraiment, c'est là que je voulais replacer mon... Tu as perdu ton âme. C'est la question que je voulais poser à Cassim, toi qui as vu évoluer le truc de l'extérieur avant d'y participer. Est-ce que tu dis le podcast a changé quand même? Non, alors non, justement. Alors c'est ça qui est, s'il y avait une seule constance dans le podcast depuis sa création, c'est que le podcast est toujours là. Et qu'il survit au blogging, au site web, aux réseaux sociaux, machin. Ouais. Le podcast est toujours là. Tous les 2 ans à peu près, il est en la mode. Les gens d'un coup redécouvrent ce que c'est qu'un podcast. Il y a France Inter qui refait une émission et le truc redisparaît après. Mais le podcast est d'une constance inébranlable pour le coup. Et justement, ça vient aussi du fait qu'il est décentralisé. Je pense, ça en fait partie, en tout cas dans les ingrédients, le fait que un podcast, c'est pas Apple Podcast, c'est pas Twitch, c'est pas telle société. Le podcast, coup, ça survit vient des podcasteurs. C'est l'un des seuls médias modernes, des médias pas traditionnels, qui vient de ses créateurs à 100%. Il a même YouTube. Il a même survécu à son nom, l'iPod. Oui, non, mais tout à fait. Le YouTube et les autres contenus qui vivent avec un algorithme sont à la merci de l'algorithme. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le pire et le meilleur, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de problèmes de découvrabilité dans le podcast, mais du coup, il est le seul média moderne qui est issu de ses créateurs. Et disons-le aussi sur la création de contenu audiovisuel, je ne parle pas effectivement des blogs et du web, c'est quand même la création de contenu la plus simple à faire en termes d'investissement et même de temps. Je veux dire, t'as pas dû... Il y a des podcasts où il y a beaucoup de montage audio et tout, mais globalement, en création de contenu audiovisuel, c'est le plus simple. Pour une personne, c'est beaucoup plus envisageable aujourd'hui de faire un podcast que de faire une chaîne YouTube. T'as 2-3 hommes blancs, 2 bières et 3 micros, et en général, t'as un podcast. Let's go. Est-ce qu'il y a... C'est un hasard, d'ailleurs, au départ, on était censé être 3 hommes, finalement, on est 5. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va continuer à discuter, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis pas sûr. On a une question là-bas. Comment ça se passe? Ouais, il y a un micro. Regardez. Il y a une infrastructure dingue avec des micros sans fil. Ma question, c'est sur... Présentez-vous, Jérémy. Alexandre, voilà, j'ai 27 ans et je suis plusieurs personnes autour de la table. Je suis votre contenu. À 27 ans, mais pourquoi? Faut que tu nous dises comment attirer tes camarades. Mais vas-y, pardon. Et t'es pas forcé de nous dire que c'est depuis le collège non plus. Ma question, elle tourne autour justement du financement participatif. À quel point vous pouvez vous sentir dépendant de ça, notamment sur vos formats. Parce que si demain, je ne sais pas, un format, vous savez que vous êtes soutenu pour un type de format, vous voulez l'arrêter, commencer un autre, est-ce que vous vous sentez un peu prisonnier, otage de votre communauté? Moi, je ne peux pas arrêter. Alors, j'ai de la chance parce que c'est ce que je veux faire, donc je peux faire évoluer mon format comme je le souhaite, et jusqu'à maintenant, les gens m'ont suivi. Comme je disais tout à l'heure, il y a une époque où on parlait des derniers téléphones, et aujourd'hui, on parle des conséquences de la reprise de Twitter par Elon Musk sur la vie politique des États-Unis. Et donc, les gens m'ont suivi parce que je pense que les gens ont un peu grandi aussi avec les émissions. Mais c'est sûr que je ne peux pas arrêter. Moi, le rendez-vous tech, si j'arrête demain, les gens ne vont pas me suivre sur autre chose. Enfin, certains, oui. Je regarde certaines personnes ici, peut-être qui me suivront. Mais je pense qu'on est, oui, un petit peu prisonnier du... Ça dépend pourquoi. Après, rendez-vous cuisine, donc c'est toujours ça. Non, ça viendra pas. Je ne suis pas convaincu que ça... Mais d'une manière générale, je
je vais être un peu pessimiste, tu es toujours prisonnier quand tu crées du contenu. Parce que si tu n'es pas prisonnier financièrement de ton public, tu vas être un peu prisonnier des annonceurs et de la pub qui mettre de l'argent sur un type de format. Et c'est extrêmement dur. Il y a des histoires célèbres sur YouTube. Vouloir changer son contenu, réinventer ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice extrêmement difficile. Certains y sont arrivés. PewDiePie a réussi à tordre sa célébrité et à ramener sa carrière sur quelque chose. Mais il y a plus d'échecs que de réussites. Donc ça, il faut le savoir quand on se lance. Il y a intérêt à avoir quelque chose qu'on aime vraiment pendant longtemps, parce que c'est très dur de changer. Ouais. Ce que tu risques, c'est de perdre ton audience. Oui, en fait, c'est ça. Oui. C'est ton fonds de commerce, c'est ton audience. Et si tu parles d'un sujet qui les intéresse plus, oui, là, tu peux être dans la merde. En l'occurrence, je pense qui est beaucoup moins soutenu par sa communauté, mais je pense à Hardisk, qui a un peu fait évoluer largement ce dont il parlait au fil des années, mais très Hardisk qui progressivement. traînait sur les forums de No Watch, d'ailleurs. Alors, je peux le dire parce que je pense pas que c'est un secret, mais moi j'ai même déjeuné avec Hardisk à l'époque où il m'a demandé est-ce que je dois, parce qu'il était surtout connu pour son côté réalisateur, astuce de cinéma, et on a déjeuné. Moi, ce que j'ai posé comme question, je lui ai dit qu'est-ce que t'aimes le plus, ton sujet ou le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent tes trucs et de grossir la communauté. Et ce qu'il préférait, c'était pas tant son sujet que de faire des vidéos qui intéressaient un maximum de monde. Donc je lui ai dit, dans ces cas-là, prends le truc qui fait un maximum qui fait qu'un maximum de monde vont te regarder. Fais du putaclic. Et en fait, il a dit ah ouais, super idée. Non mais on le connaît, Hardisk. Hardisk, en vrai, il aime trouver la formule. Qui fait qu'on regarde sa vidéo. Et c'est un plaisir en soi. Il y a un côté casse-tête chinois avec les algos de YouTube, à se dire, je vais trouver la vidéo qui va marcher, la satisfaction d'avoir une vidéo qui marche, et c'est ça son kiff. Il reste passionné de cinéma, de méthode de cinéma, mais c'était pas ça qui l'animait le plus. Donc là, c'est des choix, effectivement, qu'on fait à ces moments-là, quoi. Si j'ai répondu. Merci beaucoup. Une autre question. Il y en a plusieurs du coup. On va essayer de faire vite, les gens se... Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai 27 ans aussi. Je ne sais pas s'il y a un petit club qui peut se créer. Et je vous suis depuis 10 ans à peu près tous, donc c'est vraiment chouette de vous retrouver. J'avais une question plus sur le fait que ce soit un podcast tech. Est-ce que vous êtes, aussi bien le podcast que le blog ou autre, est-ce que vous êtes obligé d'adhérer à toutes les nouvelles tendances? Est-ce qu'il y a des sujets que vous pourriez ne pas traiter parce que vous êtes en désaccord avec l'IA, avec un nouveau type de matériel qui sort? Est-ce que vous êtes un peu obligé d'adhérer à tout et de dire voilà. Les gens n'ont pas trop acheté de Patrick Coyne finalement. Ouais, c'est passé inaperçu. Clairement. Moi non. Le NFT, il en est où? Traité, oui. Je te revends les biens si tu veux. Corben, il fait. Non, moi c'est particulier. Moi je suis tout seul, j'ai pas le temps de tout traiter, donc déjà de base je peux pas, donc c'est pas possible. Et puis en plus quand j'ai pas envie, je le fais pas quoi. Mais le truc c'est que moi, mon objectif avec le rendez-vous tech, c'est que les gens comprennent ce qui se passe dans le monde de la tech, dans l'industrie de la tech, et ce qui est important. Donc il faut que je traite les choses, il faut que je les comprenne et que je puisse les expliquer simplement et donc que je les conçoive clairement ou l'inverse. Oui. Par contre, adhérer, non. J'ai effectivement été assez critique sur certains sujets, je le suis moins sur d'autres, parfois à contre-courant de ce qui se dit dans la société ou dans les milieux que je fréquente. Et parfois, je suis un petit peu soit l'avocat du diable, soit le poil à gratter, soit je dis bah non, là je trouve que quand même... Peut-être que je fais un petit peu dans le controverse. Mais ça, c'est un truc qui vient avec l'âge, hein, tu vois. C'est ça. Et enfin, c'est jeune. C'était tellement mieux avant. Grumpy old man. Mais traiter, oui. Traiter, il faut traiter. Adhérer. Mais traiter, c'est pas adhérer. Ouais, mais ça Voilà, dépend. c'est ça. Traiter, c'est pas adhérer. De toute façon, tu fais toujours des choix. C'est-à-dire que, je sais pas, le dernier numéro qu'on a fait ensemble, on a fait tout un truc sur WordPress. Oui. Bon, tu vois, c'est un choix éditorial. Parce que moi, ça me paraissait important, mais c'est un truc qui est passé inaperçu ailleurs, quoi. Voilà, c'est un choix éditorial délibéré. Je veux dire, de toute façon, dès que tu as... la seule valeur finie qui est devant nous, c'est le temps. Et le temps que les gens te donnent à t'écouter. Ouais. Alors c'est vrai que tu as évoqué tout à l'heure l'idée de c'est quoi la vraie... On se pose toujours la question, c'est quoi la bonne longueur pour un podcast? Moi, on me la pose souvent et je réponds en disant c'est quoi la bonne taille pour une maison? Tu vois ce que je veux dire? Y a pas, j'ai été frappé de voir que l'un des podcasts qui cartonne, j'ai envie de dire commercialement, le plus fort, c'est Acquired.
Acquired, qui est ce truc où c'est deux mecs, il n'y a même pas un jingle, il n'y a rien, c'est deux mecs qui racontent l'histoire d'une entreprise. Donc, par exemple, ils te racontent l'histoire d'Hermès pendant 3h30. Et c'est absolument passionnant. Alors, j'ai l'impression que ça s'écoute plus comme un audiobook que comme un podcast. C'est ça. Ouais. Et si tu veux mettre de la pub sur Acquired, c'est $350 000 le trimestre. Voilà. Donc, je pense que l'audience doit suivre. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de longueur. Mais dès que tu es un peu contraint, tu dois faire des choix. Oui, mais tu fais des choix, mais il y a quand même des sujets qui sont incontournables pour moi. Oui. Les NFT, je devais en parler. L'IA, je dois en parler. Les cryptos, je dois en parler. Enfin, pour parler de sujets un petit peu. Donc, oui. Est-ce que. On a encore 2 questions. Je ne sais pas si. On a 1 minute. Encore 3 questions. La personne là-bas, d'abord. Ouais. C'est Sayenkai qui est un auditeur de longue date. Ça marche. Bonjour tout le monde. Du coup, moi j'ai 40 ans, je n'ai pas 27, et presque de plus. On a 1 minute pour répondre. Voilà. Alors ma question va être rapide. C'est donc là on se retrouve pour les 10 ans de Patrick. Si vous faisiez une projection dans 10 ans, comment vous imaginez le podcast avec toutes les évolutions tech, vu qu'on est dans le rendez-vous? Il sera plus lent déjà le podcast. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je me demande si il y aura. Aujourd'hui, je vais dire par rapport à quoi je pense aujourd'hui, je pense que le gros problème qu'on a avec les podcasts, ça reste la question de la découvrabilité. Et il va falloir trouver des moyens de ramener des gens vers le podcast. Et ça, je sais pas, j'ai pas la formule magique, je sais pas comment faire. Cassim sait. Le multilangue. Le multilangue, avec faire traduire avec l'IA, d'autres. Ouais. Vous voulez mais qui veut savoir ce que pense Patrick de France? Encore qu'on me demande. Rendez-vous Teco. Ouais, c'est ça. C'est possible. Écoutez, je suis désolé, il y avait encore quelques questions. J'aurais dû commencer plus tôt, mais on arrive à la fin. Le petit truc se transforme en. Mais non, attendez, il est encore vert. Je peux continuer, hein? Il est encore vert. Bon. C'est l'apéro du Capitaine après. Ouais, voilà. Ça va, ils seront là encore à 2h du mat. Ouais. Bon, mais en tout cas, on va remercier Pod Paris encore une fois. Oui. Merci à tous les 4 d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous aura intéressé, les auditeurs qui écoutent ça après, donc dans quelques semaines. Non. On est en train de négocier du temps, c'est ça? Encore une. Oh wow. Une demi-heure de questions, c'est parti. Une demi-heure de questions. Wow. Mais attendez, mais c'est la surprise incroyable. Moi, j'avais prévu 50 minutes de contenu. On part, on a des trucs à faire. Hein. Allez, les questions. Non, du coup, questions en plus. On prend. Il y avait une ou 2 questions. Moi, je prends. Allez, hop. Surtout des questions pour parler de Patrick, je pense qu'il... En attendant, pour répondre à la question, et dans 10 ans, il se passera quoi? Je pense qu'il y aura beaucoup plus de phrases qui commenceront par « et comme dit mon urologue ». Enfin, tu vois. Non, mais peut-être que, effectivement, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Peut-être que l'IA aura aidé à changer des choses. Ça, c'est possible, effectivement. Il a dit aider. Hein. C'est la version optimiste. Non, mais parce que les gens, c'est un truc qui est spécifique au type de contenu qu'on fait la plupart d'entre nous. C'est que les gens viennent pour nous. Donc, tu le remplaces par une IA, je pense qu'ils s'en foutent. Après, il y a quand même un truc, le podcast audio, je pense que Cédric pourra le confirmer, il y a une différence... On va être trivial, mais on ne nous voit pas. Donc, je dirais que le vieillissement est moins un problème qu'en visuel. Comme dit Full sur Skyrock. Quoi. Ouais, si le podcast était un sport, ce serait le golf. tu peux commencer à 4 ans et finir à 94. Enfin, c'est l'aquagym. Ouais, c'est ça. J'ai choisi un bon créneau. Jeune homme. 28 ans. Bon. Non mais incroyable. Là, je n'ai pas une valeur cardinale. C'est trop bien. Auditeur depuis le collège. Ah bah voilà. C'est magnifique. Non mais excuse-moi, avant ta question, un vrai problème que j'ai, en tout cas moi je parle pour moi, un vrai problème que j'ai, c'est le renouvellement de l'audience, mine de rien. Parce que comme pour les cartes bleues, y a des gens qui arrêtent d'écouter des podcasts, ils reviennent peut-être après, mais c'est une vraie angoisse pour moi, et c'est pour ça que je fais des lives sur TikTok notamment. Non mais c'est pour ça que je fais, que j'ai une newsletter, que j'ai un channel. Il va falloir faire une danse. Ça prend énormément de temps de développer tous ces trucs. Bien sûr. Je te l'ai dit plein de fois, une rubrique dédiée à Roblox dans des beaux jeux. Roblox, je sais pas si tu as lu le rapport de 450 pages. Oui. Mais comment aller trouver les personnes, les nouveaux, c'est compliqué. Donc si vous avez des idées... Déjà, merci, parce que Patrick, Jérôme, Cédric de Geeking, à l'époque, vous avez fait mon éducation, une partie de mon éducation. Aïe. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et non, ma question c'était, comment vous voyez les nouveaux podcasts, entre guillemets, qui sont en fait des vidéos YouTube sans l'image? Est-ce que ce serait pas plus une opportunité de faire des feats comme à l'époque,
pour peut-être attirer une nouvelle audience, parce qu'ils font malgré tout plus d'audience que vous sur les mêmes plateformes. Bon, déjà, j'espère qu'il n'y a pas de jalousie, mais est-ce que ce ne serait pas une opportunité, ou est-ce que ça, même sans faire de feat avec eux, ça a fait grimper vos audiences, ou alors c'est une audience qui s'est déplacée? Je ne sais pas. Bah, des feats, oui. Moi, je suis très heureux d'inviter des gens. J'invite des gens dans mes podcasts. Traditionnellement, j'invite des journalistes ou des gens qui sont des blogueurs, d'autres podcasteurs. Bon, d'autres podcasteurs, il y en a un peu moins aujourd'hui. Mais oui, maintenant que je suis sur Paris, peut-être que je pourrais prendre... Il y a une question de networking aussi. Et c'est pas un gros mot, au tout début du podcast, le podcast se construisait et les audiences se construisaient comme ça. On allait chez les podcasts des autres et les autres... Et c'est comme ça que les communautés se sont créées. Si je peux dire du mal de Captain Web et de son équipe, c'est parce que je les connais, parce qu'on suis allé dans leur podcast, ils viennent dans le mien, etc. Tu te souviens quand tu m'as appelé la première fois? Oh là là. Mais mais quand j'ai proposé à Corben, bah vas-y. Alors il m'a appelé, j'ai dit c'est quoi ce mec, qu'est-ce qu'il fait? Je vais sur son site, il avait juste ton site là, French Spin. Je sais plus si c'était French. Oui, je crois que c'était French Spin. J'ai dit c'est quoi ce truc? Enfin ça m'avait l'air très obscur et underground. Bon, j'ai dit oui un peu au pif et finalement je regrette pas, mais ça m'a fait peur au début. C'est ce que je faisais au début, quand je me suis lancé. J'ai contacté les gens, dont Corben. Alors c'est peut-être le seul qui a dit oui, mais non, c'est pas vrai. Mais je contactais les gens pour faire des featuring, oui, complètement. Donc à fond. Moi, les underscores, les mi-codes, tout ça, il faut qu'ils viennent. Mais d'ailleurs, je réfléchis. Je parlais avec mon prestataire technique et régie publicitaire Acas il y a pas longtemps, et c'est ce qu'il me disait aussi. Il me disait le problème du podcast, c'est la découvrabilité. Et pour aider à la découvrabilité, il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Donc je réfléchis, notamment, il y a des formats qui plaisent et qui pourraient être cohérents. Je ne vais pas inviter n'importe qui pour parler tech, mais par contre, il y a peut-être des formats qui peuvent être cohérents avec ce type de contenu, qui peuvent aller alpaguer d'autres personnes si elles acceptent. La semaine prochaine, nous recevrons Léna Situation. Mais tu sais quoi? Alors, je suis un champion pour faire. Ça serait absolument. Parce que, alors, je vais tout vous livrer. Il y a un format qui plaît énormément, qui n'est pas un format rendez-vous tech, c'est le format pour lequel certains d'entre vous ont participé ici. C'est les portraits que j'ai fait pour meubler pendant l'été il y a quelques années. Et à chaque fois que je fais un portrait, c'est un portrait, donc je reçois une personne et on parle de sa vie. Et c'est souvent des personnes qui ont à voir avec la tech. Enfin, généralement, c'est les gens qui sont là. Donc, et moi, j'ai pris mon pied en faisant ces émissions parce que j'ai appris des choses et c'est des histoires de vie passionnantes. Et ça a énormément plu aux auditeurs. Donc je me dis, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, tout le monde est intéressant. Je suis sûr que je prends n'importe qui là dans la salle. Alors, commencez une chaîne YouTube et ramenez-moi de l'audience. Mais n'importe qui dans la salle, on commence à parler, et peut-être que c'est mon savoir-faire de podcasteur, mais je suis sûr que je tire une émission formidable. Si tu veux, Patrick, on peut parler bilan carbone de la tech un jour. Mais avec grand plaisir, voilà. Écoute, nouveau format. Est-ce qu'il y a une autre question ? C'est les écrans, le plus gros problème. On est d'accord. Bonjour, Thomas, 47 ans. Donc voilà. Bravo. Quand même une info. Voilà, moi je fais un petit podcast qui s'appelle Tels Audio, que Patrick connaît un petit peu. Oh là là. Donc, on se fera un câlin. On se fera un bonjour après. Moi j'avais une question un peu pour tout le monde par rapport à votre relation avec la notoriété. Puisque quand vous commencez avant le podcast, peut-être que vous n'avez pas forcément une communauté, des gens qui vous suivent. Et à un moment où ça explose fatalement, vous avez un groupe de personnes qui vous aiment, mais parfois aussi sur certains réseaux, des gens qui ne sont pas toujours très sympas. Donc je voulais savoir comment vous pouvez gérer cette notoriété, comment vous l'avez abordée quand ça a commencé vraiment à exploser. Pour ma part, au début, j'étais très hésitant à dire mon nom complet. Je participais à des émissions en anglais et dans Azeroth.fr, j'étais Patrick. Patrick B de Paris. C'était Patrick from France, généralement. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé que j'allais me livrer un petit peu plus. Et donc maintenant, les gens connaissent mon nom, etc. Moi, j'ai eu, à part les interactions sur Twitter de temps en temps, mais je suis vraiment privilégié parce que j'ai pas de... Alors déjà, je suis un mec. On en plaisante, mais je suis un mec, je suis blanc. Ça aide. Ça aide énormément. J'ai pas eu de harceleurs. Il y a des gens, quand j'ai arrêté de parler juste des iPhones qui sortaient à parler de politique, il y a des gens qui disent « Oh, Patrick, Patrick, t'as changé. » Stay in your lane. Bon, il y en a eu quelques-uns. Mais d'une manière générale, ça se passe très bien. Il y a même régulièrement des gens qui me reconnaissent dans la rue. Alors, je sais pas comment, parce que peut-être qu'ils m'entendent parler. Alors, je vais vous raconter une histoire.
j'ai déménagé en France, je marchais dans la rue pour amener mes enfants à l'école. Et je parlais aux enfants, et puis il y a quelqu'un qui sort d'une boutique, il me dit « Oh, Patrick !» Et j'étais avec les enfants, et il me dit « Ah ouais, j'ai reconnu ta voix, machin. » Et je dis « Salut, salut. » Très sympa, et à chaque fois, ça s'est super bien passé. C'est juste « Salut, comment ça va ?» Et puis, ce truc communautaire des podcasts, c'est vrai, et on est vraiment très très proches les uns des autres. C'est notre tribu, quoi. Donc, non, moi, j'ai vraiment eu aucun souci. Non. Il y a ça, puis on fait un boulot où on parle de choses quand même assez spécifiques. C'est réduit, c'est pas d'ultra grand public. Donc les gens qui nous écoutent déjà, c'est qu'ils ont un truc à en tirer, donc ils sont pas hostiles. Ils sont pas à la base, ils viennent pas. On ne agresse pas dans la rue parce qu'on dit du bien de l'iPhone. Ouais, alors justement, politique, c'est jamais arrivé. Je dirais que, dans la vraie vie, quand tu croises des gens, ça se passe toujours très bien. J'ai déjà croisé des gens, notamment en manif, par exemple, qui disent Frandroid, machin. Ok, très bien. Mais c'est plutôt sur Internet en général où il va y avoir les problèmes. Notamment sur Twitter et YouTube, pour le dire clairement. Si tu vas t'aventurer à lire les commentaires, notamment quand tu oses dire que, je sais pas moi, alors il y a deux types d'appos à troll, on va dire. Soit tu as dit que la Xbox était mieux que la PlayStation, ou que la Switch allait se planter, ou que Activision Blizzard il faudrait pas qu'il se fasse racheter, ou ce genre de choses. Donc là déjà c'est un premier vivier, on va dire, et l'autre vivier c'est bon, quand même, c'est vrai que les jeans, les poches, elles sont quand même vachement petites quand c'est des jeans pour femmes. C'était quand même vachement bien, ça pouvait avoir des smartphones. Sur cet article-là, qui était une reprise d'un article de Numérama à l'origine, de Marie Turcan, j'avais des commentaires qui me disaient « Non mais Cassim, il écrit que ça pour séduire des meufs. » Voilà. Bon. Non mais je pense que c'est logique que les interactions que tu as avec les fans de tes podcasts soient toujours hyper positives parce que c'est pour moi fonction du média. C'est-à-dire que on a la chance, tu as la chance de faire des podcasts. C'est un truc où tu parles directement dans l'oreille des gens. Je pense qu'on se représente pas la puissance du truc. Moi, pour avoir fait les deux, moi c'était amusant parce que moi qui faisais de la télé, j'étais tous les jours sur LCI, une fois par semaine sur TF1 et tout. J'en m'arrêtais dans la rue en disant alors j'ai entendu le podcast avec Patrick. Je te merci. Non, et c'est intéressant parce que c'était pas les mêmes populations et c'était pas du tout la même. C'est pas la même relation. Surtout, exactement, c'est pas du tout la même relation. C'est-à-dire que les gens qui te voient à la télé croient te connaître. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une espèce de familiarité, mais même s'ils n'arrivent pas forcément à te resituer, donc c'est forcément. Bon, et ils comprennent pas que la réciproque est pas vraie. Moi, ah oui, alors il y a ça aussi, ça ne marche pas dans l'autre sens. Ouais. Je vous vois pas chez vous, monsieur. Non, mais où on te dit par exemple, j'adore vos émissions sur M6. Ok, super. Et alors que quelqu'un qui écoute tes podcasts a l'impression d'être ton ami. Et je pense que c'est un truc très profond et c'est ce qui explique que moi j'ai pas souvenir d'interaction les relations parasociales. Il y a le fait que effectivement tous les créateurs de contenu ont des relations parasociales avec leur audience, ou plutôt l'inverse. Donc c'est une relation dans un sens, quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, et c'est le cas dans la plupart des types de création de contenu. Je pense que c'est encore plus vrai dans le podcast et encore plus dans les podcasts qu'on fait nous. Et quand on dit les gens ont l'impression de me connaître, quand tu es sur TF1 et LCI, c'est pas le cas. Quand tu es dans un podcast comme le mien, c'est beaucoup plus le cas. Alors, je livre pas tout ce que je suis, mais je livre quand même beaucoup. Et j'irais même jusqu'à dire que la communauté, c'est la tribu, et on est tellement, on s'est tellement trouvé que d'une certaine manière, je connais aussi les auditeurs qui viennent me... Et très vite, il y a une expérience qui m'a vraiment marqué, c'était ma première BlizzCon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une convention qui est faite par Activision Blizzard, le développeur de World of Warcraft. La première fois que j'y suis allé, le sentiment de... Parce que à l'époque encore, jouer à World of Warcraft, t'étais quand même dans la société, t'étais quelqu'un d'un petit peu bizarre, et tu parlais de trucs étranges, etc. T'arrives à la BlizzCon, tout le monde est comme toi. Mais tout le monde est comme toi. Et t'arrives et c'est genre, il y a la lumière, il y a les chants, il y a les chœurs qui se mettent à... C'est fou. Et donc, il y a un petit peu de ça dans les podcasts, je crois. Les gens qui m'écoutent chaque semaine depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, on se rencontre, on sait de quoi parler. C'est un peu pareil Twitch ou les lives. Ouais. Il y a un truc peut-être pour répondre à une question sous-jacente. Moi qui suis sur YouTube, où il y a beaucoup moins ce côté communautaire et les commentaires peuvent être très agressifs et méchants,
jamais personne n'a osé venir me voir dans la rue pour me dire le même genre de choses qu'on m'écrit dans les commentaires. Si, moi. Ah oui. Toi, t'as déjà moi, je suis venu te voir, moi, je suis venu te voir, mais tu te souviens pas. Mais d'ailleurs, regarde. C'est le même avec les chiens qui aboient l'un sur l'autre. Il y a la grille, en fait, les gens agressifs sur les réseaux sociaux ne le sont absolument pas dans la vraie vie. Et quand on traite des sujets tech, on n'a pas affaire non plus à des gens extrêmement jeunes qui peuvent être à un niveau de fanatisme qu'on voit. Et puis encore une fois, j'insiste sur ce point, il y a tout ça, et puis il y a le fait que les sujets qu'on traite et ceux qu'on est, des mecs blancs, pour la plupart, on est beaucoup moins victime de ce genre de trucs, c'est une réalité aussi, quoi. Est-ce qu'on a fini avec les questions? Il y en a. C'est votre chance de briller. Quel âge avez-vous? Je crois que c'est bon pour les questions et on a encore 15 minutes. Est-ce qu'on va pouvoir dire quelque chose? Je sais pas, nous on n'a pas l'habitude de parler. Est-ce que les robots d'Elon Musk sont vrais ou pas? Non, s'il te plaît. Je voudrais revenir, Cassim, sur cette question de l'évolution des podcasts que j'évoquais tout à l'heure. Tu dis que les choses sont plus ou moins constantes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on parlait beaucoup de trucs de geek. Mais aujourd'hui, il y a, alors dans les podcasts et par ailleurs, et dans le reste de la création de contenu, un type de sujet, un type d'engagement, je vais dire politique, mais social, qui est beaucoup plus fort qu'avant, qui n'existait pas, et un moyen d'exprimer certaines idées qui n'existaient pas par ailleurs. Donc, est-ce que finalement, cet aspect-là n'a pas, lui, un petit peu transformé le type de contenu qui existe, quoi, qui est créé? Oui, et j'ajouterais aussi, c'est un peu une autre facette de la même pièce, c'est le fait, en tout cas il y a une question qui se pose en ce moment, je pense, c'est à quel point on est sur la fin de la vague de la tech, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une vague, notamment avec l'arrivée de l'iPhone en 2007, qui a fait que d'un coup, beaucoup de gens se sont intéressés aux innovations, et puis où chaque année, il y avait vraiment un gros nouveau truc, l'iPhone changeait considérablement, les smartphones changeaient, il y avait l'arrivée de la tablette, les 2 en 1, les machins, et il y avait vraiment le gros truc qui arrive chaque année. Et on voit à quel point, les années passant, alors oui, là par exemple on a eu l'IA générative ou ce genre de choses, je dis pas qu'il y a rien, je dis pas qu'il n'y a plus aucune innovation ou quoi, mais on n'a plus le même regard, là on n'a plus le même regard par exemple sur l'arrivée de l'IA générative qu'on a pu l'avoir sur l'iPhone. Il n'y a plus le même niveau de passion, je dirais. On a un peu plus de recul et d'analyse directement sur les conséquences sociales que ça peut avoir, les conséquences politiques. Donc il y a moins ce côté gadget. Je pense aussi qu'il y a une question. En tout cas, moi, c'est ce qui me transcende le plus, c'est que c'est difficile de regarder des conférences. C'est de plus en plus difficile de regarder des conférences sans penser à l'environnement. Et donc quand on vient avec des trémolos dans la voix te dire que le dernier smartphone en date, quand même, il est presque carbone neutre. Et en fait, finalement, tu sauves un dauphin quand tu achètes ton iPhone. Donc, c'est presque un peu. Un arbre et un autre. C'est que d'ailleurs, ton papa va peut-être mourir d'une crise cardiaque si tu ne lui achètes pas une Apple Watch. Donc, quelque part, c'est cruel de ne pas acheter. Donc voilà, mais donc il y a un regard aussi qui a changé vis-à-vis de la tech, là où il y avait vraiment une passion, il y a autour des années 2010, une quinzaine d'années, quoi. Oui. Vraiment il y avait vraiment plein de nouveaux trucs qui étaient cool, quoi. La tech en elle-même est sortie du carcan de la tech, et le regard qu'on porte effectivement sur cette industrie s'est complètement transformé. Et mine de rien, si on revient à la question du podcast un petit peu, mon émission s'est également transformée, et je pense que l'émission que je faisais en 2009, quand je me suis lancé, elle ne pourrait plus exister aujourd'hui. Elle n'intéresserait plus assez de monde. Là, ce serait très bizarre que tu expliques ce que c'est que Twitter. C'est ça, voilà. Quand je me suis lancé, j'expliquais littéralement ce que c'est Twitter et comment ça marche et pourquoi c'est différent de Facebook et machin. Et la tech est devenue complètement une commodité. Et du coup, tu peux plus juste. Ou alors, le public est beaucoup plus réduit, quoi. Ça existe. Il y a des gens qui sont passionnés par le type de processeur et la quantité de RAM. Et il y a plein de chaînes YouTube qui font ça. Mais mon podcast, je crois, il pourrait pas exister comme ça aujourd'hui. Non, il serait cantonné à une audience qui serait un truc de pur passionné. Enfin, tu vois, comme des lecteurs de Tom's Hardware, tu vois. Exactement. Voilà, qui d'ailleurs vient de disparaître. Donc. Ou de Frandroid. Voilà, je crois que la boucle est bouclée. Ou de Frandroid. Ce qui est intéressant et à voir effectivement comment on évolue là-dessus, mais
c'est vrai que nos émissions deviennent de plus en plus des émissions d'opinion. C'est-à-dire que la tech est complètement sortie de sa phase enchantée, où on était là. L'émerveillement suffisait à rassembler du monde autour de sujets tech. Aujourd'hui, la tech se mélange avec le sociétal, la politique, les opinions. On a des avis de plus en plus tranchés sur ce qu'il faut faire, pas faire. Je pense pas que la tech disparaît, mais... Non, c'est parce que je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est le côté... c'est plus le sujet... Enfin, c'est plus les gadgets. Oui, c'est plus les gadgets. C'est plus... voilà. L'IA, par exemple, on l'aurait traité... On pourrait faire, ça serait marrant, un épisode façon 2009 sur l'IA. Ça serait vraiment... ah, mais c'est incroyable. Et on ne parlerait que du truc... Ah, ça génère un truc, ça génère une phrase comme ça, et ça marche comme si... On n'aurait à aucun moment parlé des conséquences sociétales ou de... Mais... je disais tout à l'heure, il y a des exceptions. Il y a des gens qui font des podcasts de 2 heures sur tel sujet, sans jingle, sans machin, sans rien. Les jingles, c'est très important. Mais il y a une exception quand même, parce que Corben, alors c'est pas des podcasts, c'est son blog, mais Corben, il parle de trucs hyper pointus, de barbus linuxiens qui construit ses serveurs dans son garage. Et il continue à le faire. Et tu parles que des trucs qui te plaisent, toi. En fait, je parle que de trucs qui me plaisent et j'ai l'impression de donner des trucs à bidouiller aux gens. Tu vois, c'est genre, j'ai trouvé ça, tiens, vas-y, bidouille. Tu vois, c'est ça, en fait, ma ligne éditoriale, c'est ça. C'est je te donne des jouets, des trucs. Et moi, c'est pour les bidouillards, en fait. Moi, je fais pas des grandes analyses sur les tendances, sur tout ça. Moi, tu trouves un outil et moi, tu dis, c'est marrant. Voilà, c'est ça. Je te dans le concret, je prends un truc, un vrai truc, et on le teste, on joue avec. Et t'as jamais pensé, parce que je me souviens à l'époque, c'était Presse Citron et Corben, les deux gros blogs. Ouais. Bon, Presse Citron a suivi une trajectoire très différente de la tienne. Il a fait tout ce que les blogueurs de mon époque ont fait, c'est qu'ils sont transformés en médias. Ils ont embauché des journalistes, ils ont grossi, etc. Moi, j'ai jamais voulu ça parce qu'en fait, moi, au-delà du blog, mais ça va être pareil pour toi, moi, ce qui est plus important que la passion que j'ai de transmettre, de tester, de bidouiller. Il y a encore de la passion, là, vraiment, tu te dis, j'ai envie de... Alors, il n'y en a pas forcément tous les jours, tu vois. Des fois... non, mais c'est vrai, c'est quand même un truc où, des fois, tu vois, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de truc tech qui te motive, donc tu dis, bon, allez. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me passionne le plus, en fait, c'est la liberté. Tu vois, c'est la liberté de faire ce que je veux le matin, de parler de ce que je veux, de dire ce que je veux. Je suis autonome à 100%, je peux dire tout et n'importe quoi. Alors que quand tu montes un média, t'embauches des gens, enfin, c'est plus le même boulot, quoi. Et ça, j'avais pas envie, moi. Enfin, j'aurais pu le faire à un moment, mais... Finalement, Corben n'est-il pas le podcasteur du blog ? Voilà. C'est un peu ça, oui, parce que le podcast, c'est ça aussi. Moi, on me demandait, au début, maintenant un petit peu moins, mais on me disait parfois, mais t'aurais pas envie de faire de la radio Et c'est marrant parce que dans la tête des gens à l'époque, avant qu'ils ne comprennent vraiment ce qu'était le podcast, je crois, c'était genre, tu fais le truc, genre version bébé ou pour les enfants, et genre la radio, tu serais arrivé quelque part, quoi. Comme YouTube et la télé, Ouais, un petit peu, voilà, exactement. Et les gens comprenaient pas. Enfin, la radio, c'est pas la même chose. J'ai rien contre la radio. Je serais pas du tout contre l'idée de faire de la radio. Je suis sûr que ça me ramènerait des auditeurs pour mon podcast. Mais tu vas à la radio. Si tu fais ta rubrique tech, ça dure 1 minute 30 si tu as de la chance, quoi. Un sujet, si on le fait en moins de 20 minutes, c'est que vraiment on a fait un sprint. Moi, c'est pareil, j'ai écrit pour la presse. C'est pareil. Oui, c'est très normé. C'est très dur. Et tu peux pas faire les choses de la même manière. C'est plus le même produit, c'est plus le même contenu. Non. Il y a un truc justement que dit Corben. Tu dis aussi le côté liberté, effectivement, qui est hyper appréciable dans ce qu'on fait, c'est-à-dire on n'a personne qui nous dit ce qu'on doit faire, mais on a un dictateur qui est la précarité, et en ça, la précarité a du bon. C'est que... la précarité a du bon, je retiens la citation. Retenez la formule. Michel Barnier à propos. Voilà. Non, mais en vrai, c'est ce qui... Comme tu dis, les jours où on n'est pas motivé, tu te lèves, quoi. Et puis, tu as ton audience qui t'attend. Tu es dans un travail beaucoup moins normé, tu es très libre. Mais bon, à côté de ça... Moi, c'est pas la précarité dans le sens où je vais manquer de fric. Moi, c'est plutôt... je pense aux gens qui me lisent, tu vois. Oui, mais si je me dis, ils vont se lever, il n'y a rien sur le site, ça me fait chier. Tu vois ? Oui. Pour toi, public. Ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est pareil avec les vidéos YouTube, c'est pareil avec tout ça. Moi, à l'origine, quand j'ai décidé de faire une émission à 8h du matin tous les jours sur Twitch,
Pire idée. La pire idée du monde, mais je continue quand même. Il était très content parce qu'il était seul sur son créneau. Sur Periscope. Bizarrement. Ah oui. Non, mais en vrai, c'était... Et ça a très bien marché. J'avais du mal à me lever. Bah ouais. Et quand tu sais que des gens t'attendent à 8 heures, je te garantis que tu te lèves. C'est une motivation énorme. Ah ouais. Quoi. Ouais. Moi, c'était un mystère, ce truc. C'est qui te regarde à 8 heures. Enfin, Ah, mais moi, il y je a du regardais. monde, Voilà. J'ai du monde et depuis maintenant... c'est 2016. un carrefour d'agenda où tout le monde a un truc à faire. Tu vois, dans les- Bah, en vrai, je chope tous les gens qui se réveillent et qui vont au boulot Ok. et qui nous écoutent. C'est une matinale. C'était les matins. C'était une époque Voilà. où Periscope existait. Ah, Bah, c'est j'ai Periscope. commencé avec Periscope. Ouais. J'ai commencé avec Periscope. Il y a des questions. Il y a des questions. Ah, Je j'avais dirais une les question. questions. Mais la question de la précarité, mine de rien, alors c'est pas ce que voulait dire Corben, mais ça rejoint un petit peu quand même le fait que c'est un boulot, quoi. C'est pas juste pour le fun. C'est aussi un boulot, et oui, il faut bosser. Et si tu veux continuer à faire ce truc qui te passionne, bah, il faut que tu le fasses sérieusement. Et ça veut aussi dire considérer les aspects commerciaux du truc, quoi, financiers. J'ai-Code. Bonjour. Donc j'ai une question. Elle a écrit sa question. Non, Ah, pardon. on m'a envoyé une question à poser. D'accord, des questions Internet. Une question Voilà. Internet, oui. Donc question pour Patrick Béja. À quand le retour d'Upload avec Corben, Cédric et Jérôme pour nous tenir au courant de la dernière mise à jour de l'application de La Poste ou autre nouvelle appli de retouche photo qui va changer notre vie. Voilà. Je sens un soupçon de sarcasme. Vraiment. Ah bah, L'App Store, surtout. Il y aurait des choses à dire sur l'App Store. Non, mais tu avais fait il y avait un épisode où tu avais présenté l'App Store comme application. C'est vrai. Oui. C'est possible, oui. bouton allumé ou un truc comme ça Il aussi. y avait un truc, non mais mine de rien, c'est vrai que, alors l'App Store, je pourrais vous parler de ça pendant un moment, effectivement, mais non, mais les gens ne savaient pas utiliser l'App Store, c'est vrai. Bon, bref. Mais pour répondre à la question, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Cette émission, on pouvait la faire au début où c'était l'effervescence et oh regardez, il y a une nouvelle app, tu peux appuyer, ça fait des bruits de paix, oh incroyable. Le machin. sabre laser. Mais oui, non mais exactement. Et c'était l'effervescence, l'émerveillement de ce genre de trucs. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, il faudrait faire un upload, mais sur toutes les applis IA, par exemple. Ou il y a 2 ans, sur Apple toutes les Vision applis Pro. blockchain. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, en ouais, fait. c'est pas. Oui, et du coup, tu restes sur la tech et donc tu fais le rendez-vous tech. Non, mais on pourrait. La dernière année, on avait du mal à trouver Ouais. des applis vraiment Ouais, c'était chaud. intéressantes. C'était pas la même époque, quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, on pourrait le faire, mais sur des usages. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec... Mais encore. C'est plus la On même fait chose. plus rien. C'est plus, On fait ouais. plus rien. Ouais. Non, il y a des trucs qui évoluent et sur le rendez-vous tech, d'une manière générale, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus la même émission, effectivement. Même si ça se sent pas, même si c'est constant, c'est plus les mêmes sujets, c'est plus la même manière de traiter. Moi j'ai une question. Cassib. On parlait des 10 prochaines années, etc. Ça sera la dernière. Bah non, mais justement, et je pense que les auditeurs me remercieront de l'avoir posé, mais c'est La prétention. le rendez-vous, le rendez-vous politique ou le retour du Phileas Club. Ah bah, il faut bien que quelqu'un la pose la question. Ouais, j'aimerais tellement. Ça a le mérite d'une grande simplicité. Il faut juste bien faire ton casting. Et après ça, je veux dire, tu mets 2 balles dans le Lourin et c'est parti. Oui, ça parle tout seul. Est-ce que Alors c'est pas Michel Barnier, nécessaire Alors, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que je suis déjà 2 industries qui sont très chronophages et que pour bien parler de politique, il faudrait que je suive très précisément ce qui se passe dans la politique. Mais pas du tout. Regarde Pascal Pro. Enfin, T'as absolument aucun besoin rien. de... Rien. Il faut juste exprimer ce que tu ressens à la seconde où tu le de ressens. rien. Tu ouvres le Fais de la Parisien, politique. tu ouvres le Parisien le matin en buvant ton café, tu dis ah c'est ça le sujet, bah écoute, c'est cool alors. Voilà, et donc je pars. Mais alors, si je le fais tout seul, c'est possible. Et je pense que c'est marrant d'en parler dans l'Entrepode que j'enregistrais tout à l'heure, avec les amis de l'Entrepode. Je pense qu'il y a un problème sur Internet et dans la société de polarisation extrême et de binarisation du discours qui est vraiment un problème, mais genre un problème existentiel pour la démocratie. Et ma mini-pierre que je pourrais apporter à l'édifice, ça serait une approche que j'espère dans mes émissions par ailleurs, qui est une approche, alors je sais que la neutralité et l'objectivité n'existent pas, mais un petit peu plus mesurée. J'essaye d'être un petit peu plus mesuré dans la manière dont j'aborde les différents sujets. Et je me dis que ça serait pas mal d'avoir une approche similaire dans une émission politique, dans un contexte, dans un univers où
ce que je disais dans l'entrepode, c'est les médias traditionnels, je trouve, sont plutôt à droite, et les médias en ligne qui parlent de politique sont plutôt à gauche. Et il n'y a pas cet entre-deux, je trouve. Cassim sourit, je ne serais pas tout à fait d'accord. Non, mais je pensais à mon rebond, qui était 2027, tu y penses ou pas? C'est pour ça que tu es revenu en France, dis-le. C'est ça, exactement. Je pense que j'aurai beaucoup moins de chances que d'autres personnes qui sont déjà très présentes sur ces créneaux, on va dire. Tu vois, tu prends un Hugo Décrypte ou un Jean Massier, ou ceux-là, ils pourraient, je pense qu'ils auraient, ou un Usul, ou un, j'en sais rien, moi, Clément Viktorovitch. Tu vois, ils sont déjà dans ces domaines. Donc, j'ai pas répondu à la question. Mais politique, j'aimerais bien. Je me demande s'il ne faut pas que je me concentre sur ce que je fais déjà. Tu vois ? Et pour me concentrer sur ce que je fais déjà, les choses continuent à évoluer. Et il y a beaucoup de boulot à ajouter et de formats à trouver, de choses à travailler auxquelles je vais devoir réfléchir, et ça me prend déjà beaucoup de temps. Tu es en train de me donner une idée de podcast. Il y a un truc qui... Oh là. Les amis, on est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Alors j'ai une question. Pourquoi toi tu as un pied et Cédric il a un pied et nous on n'a pas de pied? Que te dire? Écoute, je te laisserai tirer tes propres conclusions. On a encore de la force. On est tous témoins. Chacun est à sa place. Voilà. Merci tous les 4 d'avoir été avec moi pour cette émission un petit peu particulière. Merci Cassim, merci Cédric, merci Jérôme, merci Corben. Merci à Pod Paris. Merci à Bad Geek, à Pod Rennes. Merci à la Bellevilloise et puis merci à vous tous. C'est une nouvelle, merci la France. Nouveau round of applause pour vous. Bravo. C'était une expérience particulière et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Bisous et le générique. Hop.